la comète 3I Atlas s'abat sur la Terre, déclenchant une vague de destruction globale. D'immenses tsunamis engloutissent les côtes, des séismes fissurent la croûte terrestre, des fragments brûlants déclenchent d'immenses incendies, et d'épais nuages de poussière obscurcissent totalement le soleil. Voilà ce qui pourrait advenir si 3I Atlas, une comète titanesque parcourant le système solaire, venait à heurter notre planète. Mais un tel cataclysme est-il réellement envisageable? Et quand cet astre passera-t-il au plus près de nous? Penchons-nous sur la question. Tout d'abord, cette comète s'est révélée bien plus imposante que prévu. Son poids atteindrait près de 33 milliards de tonnes. Pour mettre cette masse en perspective, prenons quelques repères. La tour Eiffel, par exemple, avoisine les 10 000 tonnes. Il faudrait donc environ 3,3 millions de tours Eiffel pour égaler la comète. Impressionnant. Autre comparaison, la totalité des voitures sur Terre, près d'1,5 milliard de véhicules de 1,5 tonnes chacun, représente environ 2,25 milliards de tonnes. La comète pèserait donc 15 fois plus que toutes les voitures du monde réunies. Et, si l'on pense à nos constructions, 33 milliards de tonnes équivaudraient à l'ensemble de plusieurs vastes métropoles composées uniquement de béton et d'acier. Toutefois, l'immensité de cette comète paraît presque secondaire face à une hypothèse encore plus vertigineuse. Certains spécialistes estiment qu'il pourrait s'agir d'une technologie inconnue venue d'une autre galaxie. D'où provient cette idée? 3I Atlas a été détecté en juillet par le système d'alerte ultime d'impact d'astéroïdes de la NASA. Peu après, l'agence spatiale a confirmé que nous avions affaire à un visiteur interstellaire, seulement le troisième jamais observé. Les précédents furent la comète 2I Borisov, aperçue en 2019, et Oumuamua, un objet étrange et allongé passé en 2017. Or, cette nouvelle comète, dont le noyau pourrait atteindre 5,6 km, surpasse largement Oumuamua, long d'à peine 400 mètres, ainsi que Borisov, au diamètre d'environ 1 km. Certains avancent même qu'elle pourrait avoisiner les 11 km, bien qu'aucune preuve ne l'ait encore confirmée. Au-delà de sa taille, 3I Atlas se distingue également par d'autres caractéristiques qui poussent certains scientifiques à s'interroger sur ses origines. L'objet libère d'énormes quantités de dioxyde de carbone et de poussière, tout en fonçant vers le Soleil. Cela constitue très probablement la preuve que 3I Atlas possède une masse 3 à 5 ordres de grandeur supérieure à celle des deux précédents objets interstellaires, I Oumuamua et 2I Borisov. Une sérieuse anomalie. La comète se déplace également à une vitesse stupéfiante d'environ 209 000 km/h, presque 170 fois celle du son. De surcroît, elle suit une trajectoire rectiligne, contrairement à tous les autres corps du système solaire, qui évoluent sur des orbites courbes, sous l'influence de la gravité. Cela a conduit certains chercheurs à émettre l'hypothèse que 3I Atlas pourrait être une sonde envoyée par une civilisation extraterrestre pour observer la Terre, peut-être avec des intentions peu amicales. Selon eux, l'objet pourrait constituer un artefact technologique, un signe d'intelligence cosmique. Sa trajectoire inhabituelle ne s'explique pas uniquement par la gravité, et elle devrait passer à proximité de Vénus, Mars et Jupiter, des planètes qui pourraient représenter un intérêt particulier pour ses éventuels créateurs. Autre particularité étonnante, ce voyageur de l'espace tourne dans le sens inverse de la majorité des corps du système solaire. Ce mouvement pourrait faciliter son approche de la Terre en limitant la résistance. Certains scientifiques avancent que cette rotation singulière, combinée à sa trajectoire, pourrait permettre à ceux qui l'ont conçue de réaliser des mesures extrêmement précises des planètes, leurs orbites et dimensions, afin de planifier un passage optimal à travers le système solaire. Si 3I Atlas modifie brusquement sa direction, cela indiquerait l'utilisation d'un moteur intégré plutôt que la simple dérive spatiale. Une autre théorie suggère qu'il pourrait s'agir d'un fragment de technologie inconnue encore actif. Néanmoins, il n'y a aucune inquiétude immédiate. La NASA précise que la comète restera à environ 241 millions de kilomètres de la Terre lors de son approche du Soleil.
Alors, d'où proviennent ces visiteurs interstellaires? Les astronomes ont établi que les 3 objets découverts viennent de régions totalement distinctes de notre galaxie, chacun possédant son âge et son origine propre. 3i, Atlas, s'est révélé être le plus ancien, âgé d'environ 4,6 milliards d'années, et provenir du disque épais de la Voie lactée, une zone peuplée d'étoiles plus âgées, pauvres en éléments lourds. 1mi, Oumuamua, beaucoup plus jeune, est âgé d'environ 1 milliard d'années et provient du disque mince de la galaxie, où naissent encore de nouvelles étoiles. Son nom hawaïen signifie « un messager venant de loin, arrivant le premier ». Il fut le premier objet connu issu d'un autre système stellaire à traverser notre système, devenant ainsi notre tout premier invité interstellaire. Sa forme était extrêmement allongée, environ 10 fois plus longue que large, et son comportement ne s'expliquait pas uniquement par la gravité. Il accélérait de manière inexplicable, et ses variations de luminosité révélaient qu'il basculait tête bêche plutôt que de tourner de manière fluide. Au départ, les scientifiques furent déconcertés, car ce corps spatial ne possédait ni queue ni enveloppe de gaz comme une comète traditionnelle, bien qu'il accélérât. Cela suscita de vives discussions sur sa composition et son origine. Comme pour 3i et Atlas, certains imaginèrent qu'il pourrait s'agir d'une technologie issue d'une civilisation extraterrestre. Cependant, la majorité des chercheurs considèrent aujourd'hui que Oumuamua était un objet entièrement naturel, mais exceptionnellement singulier. Probablement une comète émettant du gaz hydrogène invisible, responsable de sa légère accélération. Hélas, il était déjà en train de quitter le système solaire lorsqu'on l'a découvert, limitant ainsi les observations. Quant à 2i Borisov, il occupe une position intermédiaire, âgé d'environ 1,7 milliard d'années, et provient lui aussi du disque mince de la galaxie. Il fut la première comète confirmée provenant d'un autre système stellaire et offrit aux scientifiques une occasion rare d'observer la composition des matériaux situés au-delà de notre système. Découverte en 2019 par Gennady Borisov, un astronome amateur ayant construit son propre télescope pour repérer les objets faiblement visibles, la comète se comporta comme une comète classique, contrairement à Oumuamua qui ressemblait davantage à un astéroïde. Borisov présentait une chevelure brillante, cette enveloppe temporaire de gaz et de poussière autour de son noyau, ainsi qu'une longue queue de poussière et de gaz, caractéristique typique des comètes. L'étude de 2i Borisov permit aux chercheurs d'approfondir leur compréhension de la formation des systèmes planétaires extérieurs. Les observations montrèrent que ces grains de poussière étaient compacts et que la quantité de gaz, comme le monoxyde de carbone, variait considérablement à mesure qu'elle approchait du Soleil. Cela suggère que cette comète s'est formée dans des conditions très différentes de celles de notre système solaire. Aujourd'hui, 2i Borisov s'éloigne rapidement du Soleil et ne reviendra jamais, mais elle a offert un aperçu unique de la chimie et de l'histoire des mondes lointains. Fait remarquable, les divergences entre ces 3 objets spatiaux laissent entendre que les visiteurs interstellaires ont été expulsés de systèmes planétaires à travers la galaxie pendant des milliards d'années. Ce phénomène n'est donc pas récent. Pour déterminer si 3i Atlas pourrait être une sonde envoyée par une autre planète, les scientifiques scrutent tout indice de technologie, tels que signaux radio inhabituels, activité électrique ou motifs de déplacement atypiques. Un changement soudain de trajectoire ou la libération de petits objets à proximité constituerait un indice décisif. Cependant, bien que son mouvement soit particulièrement rapide et énergique, il s'agit très probablement d'un simple objet interstellaire naturel en transit. Les chercheurs soulignent qu'il faudra beaucoup plus de preuves avant de pouvoir affirmer qu'il a été envoyé par une civilisation extraterrestre. Que pensez-vous de ce voyageur de l'espace récemment découvert ? Partagez votre avis dans les commentaires. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les fusées étaient lancées juste à côté de l'équateur ou de la mer? Ou pourquoi nous les lançons verticalement et non pas comme des avions? Nous allons répondre à toutes ces questions, pas si stupides, au sujet des fusées. Question 1. Comment la Terre influence-t-elle le lancement de la fusée? Revoyons un peu nos cours de physique du lycée. La gravité de la Terre est incroyablement forte. Pour surmonter cette force, nous devons développer une vitesse immense. Heureusement, les fusées sont capables de la fournir, mais ce serait beaucoup plus difficile si la Terre elle-même ne lui venait pas en aide.
La Terre tourne autour du Soleil à une vitesse de 108 000 km à l'heure. Très rapide donc, c'est le moins qu'on puisse dire. Et nous bougeons tous avec elle. Ainsi, quitter la Terre, c'est comme sortir d'une voiture en mouvement. Pendant un certain temps, la fusée se déplacera avec notre planète par l'inertie. C'est comme un bon coup de pouce. La fusée décolle de la Terre à une vitesse déjà conséquente. Et ensuite, elle a juste besoin d'accélérer un peu plus avec l'aide de son carburant. D'ailleurs, ce n'est pas la seule astuce scientifique dans le lancement des fusées. Pour obtenir le maximum d'avantages de cette poussée, elles sont lancées en orbite terrestre, d'ouest en est. Pourquoi? Parce que la Terre tourne de l'ouest vers l'est, bien entendu. De cette manière, la fusée reçoit une inertie maximale. Question 2. Pourquoi les fusées sont-elles lancées près de l'équateur? La réponse est liée à la question précédente. Croyez-le ou non, la surface de la Terre se déplace plus rapidement à l'équateur. Le cours élémentaire ne nous a pas tout dit. La Terre n'est pas parfaitement ronde, elle est plutôt aplatie, en légère forme d'ellipse, et l'équateur est le point le plus large de notre planète. Alors, qu'est-ce que la vitesse? C'est la distance divisée par le temps. Et puisque la distance à l'équateur est la plus grande, environ 40 000 km, de sorte que la vitesse de rotation y sera plus élevée. Alors, imaginez que vous et votre ami vous teniez à 2 points différents de la Terre. Vous êtes à l'équateur, et votre ami se trouve plus proche du pôle Nord. Après être resté là toute la journée, vous auriez parcouru plus de kilomètres que votre ami, ce qui signifie techniquement que vous vous seriez déplacé plus rapidement. Donc oui, la vitesse de rotation à l'équateur est plus élevée. Naturellement, il est plus rentable pour nous de lancer des fusées depuis des endroits où la vitesse de poussée initiale sera la plus élevée possible. Et le lancer depuis l'équateur fait bouger l'engin spatial presque 500 km/h plus vite. Question 3. Comment les scientifiques choisissent-ils les lieux de lancement? Les fusées sont d'énormes monstres de complexité pesant plusieurs centaines de tonnes. Inutile de dire que des dizaines d'erreurs peuvent survenir lors du décollage. La plus dangereuse, probablement, est une défaillance en plein vol. C'est lorsque quelque chose cloche dans une fusée qui est encore en plein ciel. Si ces débris enflammés retombent sur Terre, ils peuvent causer un terrible désastre. Regardons à présent une carte des différentes rampes de lancement à travers le monde. Nous pouvons voir que beaucoup d'entre elles sont situées près de la côte. Par exemple, le Kennedy Space Center en Floride ou le Satish Dhawan Space Center à Sriharikota en Inde. C'est le meilleur moyen de minimiser et idéalement d'éliminer complètement le risque de retombée de débris sur nos têtes. Si quelque chose tourne mal pendant le lancement, tout cela tombera dans les eaux de l'océan, loin des zones densément peuplées. Et oui, il y a un tas de pas de tir situés loin de la mer. C'est parce que beaucoup d'autres choses jouent également un rôle dans le choix de l'emplacement. Par exemple, la disponibilité. La rampe de lancement devrait idéalement être accessible par la terre, l'air et la mer. Question 4. Attendez, la Floride n'a-t-elle pas une météo capricieuse? Pourquoi ont-ils choisi cet état? Depuis plus de 70 ans, la NASA lance des fusées depuis Cap Canaveral, en Floride. C'est étrange car la Floride a un climat tropical et très humide. Il s'y produit plus d'orages par an qu'en tout autre endroit. Cela peut grandement perturber le lancement des fusées, et c'est très dangereux. D'ailleurs, une fois cela s'est réellement produit. En 1987, la foudre a frappé une fusée AC-67 avant son décollage. Ces systèmes ont été endommagés, et finalement, la fusée a été détruite. Heureusement, il n'y avait pas de personnes à bord. Une autre grande menace météorologique est les ouragans. Et oui, ils se produisent aussi en Floride plus souvent que dans tout autre État. Mais malgré tout cela, la NASA a tout de même choisi ce lieu maudit pour lancer ses fusées. Pourquoi? Eh bien, probablement parce qu'il ne se produit que des choses folles en Floride, à commencer par les lancements de fusées. Mais pour être sérieux, avant que la NASA ne déménage à Cap Canaveral, les fusées étaient lancées depuis un autre endroit, le site d'essai de White Sands, situé au Nouveau-Mexique. À l'époque, comme White Sands était situé dans une région reculée du pays, tout était plus ou moins sûr. Si les fusées étaient retombées, elles affecteraient ni ne détruiraient pas grand-chose. Mais au fil du temps, nos technologies se sont développées. Les fusées sont devenues plus grandes et nécessitaient beaucoup plus d'espace pour leur lancement. En conséquence, la zone de danger s'est également agrandie. White Sands n'était qu'à 40 km de Las Cruces, au Nouveau-Mexique, et à 110 km d'El Paso, au Texas. En d'autres termes, il était entouré d'agglomérations. Par conséquent,
les scientifiques ont commencé à chercher des lieux plus sûrs. La côte Est semblait être la meilleure option. Pouvez-vous deviner pourquoi? Non seulement la côte Est est proche de l'équateur, mais elle est aussi située près de l'océan Atlantique. Et nous savons déjà que cela ajoute un bonus à la sécurité. C'est pourquoi, dans les années 1950, la NASA a déplacé ses lancements en Floride. Le premier était le lancement de la fusée Bumper 8, qui a eu lieu le 24 juillet 1950. Et ensuite, cet endroit est devenu un véritable spatioport. Question 5. Pourquoi les fusées sont-elles lancées verticalement? Les fusées sont des objets élevés, effilés et cylindriques qui vont dans l'espace verticalement et laissent derrière eux un énorme panache de fumée. Mais pourquoi sont-elles lancées de cette façon et non comme des avions par exemple? Eh bien, une telle idée semble un peu folle. Pour la mettre en œuvre, nous devrions apporter énormément de modifications à la conception actuelle des fusées. Mais le plus important est que cela gaspillerait beaucoup de ressources. Cela peut vous surprendre, mais les avions et les fusées sont conçus assez différemment. La tâche principale de l'avion est de voler dans l'atmosphère. La tâche principale de la fusée est de quitter l'atmosphère le plus rapidement possible. En raison de la résistance de l'air dans le ciel, la fusée perd la majeure partie de son énergie en volant. Par conséquent, nous devons nous assurer qu'elle ait quitté l'atmosphère terrestre avant que son carburant ne soit complètement épuisé. Et puisqu'elle a besoin de beaucoup plus de carburant qu'un avion, il est plus facile et plus économique de la lancer directement vers le haut. Ainsi, elle nécessitera un minimum de carburant, juste ce qu'il faut pour s'arracher à la gravité. Question 6. Pourquoi la trajectoire de la fusée change-t-elle après le lancement? Vous vous souvenez quand nous avons dit que la tâche principale d'une fusée était d'échapper à la gravité par tous les moyens et d'atteindre l'espace? Maintenant, oubliez tout ça. C'est techniquement vrai, mais ça ne donne pas une image complète. La tâche de rentrer dans l'espace n'est pas particulièrement ardue. L'espace n'est pas si haut que cela. Vous deviendrez officiellement un spationaut si vous atteignez une altitude d'environ 100 km au-dessus de la Terre. Mais tout est question de demeurer en orbite. L'orbite est la frontière des deux mondes. Là-bas, l'attraction gravitationnelle de la Terre est encore suffisamment grande pour que la fusée ne s'envole pas dans l'espace extra-atmosphérique, mais en même temps suffisamment faible pour qu'elle ne retombe pas sur Terre. Donc, si vous l'atteignez, il n'est plus nécessaire de gaspiller de carburant. Le vaisseau spatial volera simplement en apesanteur par inertie. Si la fusée vole purement en ligne droite, elle s'éloignera simplement dans l'espace extra-atmosphérique. Pour entrer en orbite, elle doit voler en arc. Par conséquent, après le démarrage, elle commence d'abord à pencher sur le côté et accroît progressivement cette courbe. Entrer en orbite est une tâche très difficile, à vrai dire. Le seul carburant devrait suffire à atteindre une vitesse insensée de presque 30 000 km/h. C'est pourquoi nous avons inventé cette méthode d'optimisation. Les savants l'appellent vitesse d'échappement. Ainsi, une fusée courbe sa trajectoire après le lancement, parce qu'elle doit entrer en orbite autour de la Terre. Félicitations, c'était un long voyage. Mais maintenant, vous en avez appris, espérons-le, un peu plus sur le lancement des fusées.